Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se lance dans une expérience un peu particulière, un vrai voyage dans le temps. Salut Eve. On va mettre le cap sur 1927 pour feuilleter ensemble un livre qui traite d'un sujet qui, je crois, nous obsède toujours autant. La famille. Ah oui, clairement. L'ouvrage s'appelle Du clan primitif au couple moderne de Jean-Maurice Lahy. Rien que le titre déjà, c'est tout un programme. C'est une épopée, oui. Voilà. Notre mission, ça va être de plonger dedans et de voir comment, il y a presque un siècle, on imaginait l'histoire et surtout l'avenir de nos familles. Et c'est un voyage qui réserve pas mal de surprises. Il faut savoir que l'auteur, J.M. Lahy, c'est pas n'importe qui à l'époque. Non, c'est une pointure. C'est ça. Il est directeur du laboratoire de psychologie expérimentale à l'école pratique des hautes études à Paris. Mais son but, il le dit lui-même, c'est pas de faire un cours magistral pour une poignée de savants. C'est de la vulgarisation. Exactement. Ce qu'il veut, et je le cite, c'est classer et clarifier pour le grand public les acquis d'une science complexe. En gros, il veut nous donner une sorte de carte pour comprendre d'où on vient et où on va. D'accord, alors on décortique cette carte. On va suivre le chemin qu'il nous trace, depuis les origines qu'il imagine les plus lointaines, jusqu'à ce qu'il appelle le couple moderne. C'est ça. D'ailleurs, petit détail que je trouve génial dans son intro, il précise que beaucoup d'idées neuves du livre, surtout sur le couple, lui ont été soufflées par sa femme, Madame Lahy. Il met vraiment en avant cette collaboration. Pour 1927, c'est assez moderne, oui. C'est très moderne, hein. Tout à fait. Et pour construire son raisonnement, il part pas de rien. Il s'appuie beaucoup sur les travaux du grand sociologue Émile Durkheim. Son idée, c'est de simplifier l'immense diversité des familles à travers les âges et les continents en les ramenant à 6 grands types. C'est un sacré raccourci quand même, hein. C'est un raccourci, mais il l'assume complètement. Donc il est conscient que c'est une simplification un peu brutale. Ah oui, il est très lucide là-dessus. Il avoue qu'il est obligé de faire des, je cite encore, rapports de similitude un peu forcés entre des peuples qui n'ont rien à voir géographiquement, D'accord. mais qui, selon lui, partagent un même stade de civilisation. Mais voilà, c'est le prix à payer pour rendre le sujet compréhensible pour le grand public. Et en même temps, il fait le ménage dans les théories de son époque. Oui, il fait le minage dans ce qu'il trouve dépassé, comme les fantasmes sur la promiscuité primitive ou le communisme des femmes. Il veut présenter une vision plus propre, plus scientifique. Une grande fresque en 6 actes, en quelque sorte. Alors, c'est quoi ces fameuses 6 étapes? Alors, dans l'ordre, il nous propose 1. La famille totémique. 2. La famille utérine. D'accord. 3. La famille agnatique indivise. 4. La famille patriarcale. 5. La famille germanique. Et pour finir, 6. La famille moderne. Ah oui, on sent bien l'idée de progression, presque comme un escalier qu'on montrait marche par marche. C'est cette ambition de classification qui est folle. Allez, on commence par le tout début. La famille totémique, ça consiste en quoi au juste? Alors, pour ça, Lahy nous emmène en Australie, chez des peuples aborigènes considérés à l'époque comme les plus primitifs. Et là, il faut s'accrocher parce que ça bouscule un peu toutes nos certitudes. Ah bon? Le point de départ, le ciment du groupe, ce n'est pas le sang. C'est un lien mystique avec un totem, un animal, une plante. L'âme collective du clan, en fait, elle réside dans ce totem. Attends, si le lien n'est pas biologique, ça veut dire quoi concrètement pour la structure familiale? Le rôle du père, de la mère? Eh bien, ça change absolument tout. Par exemple, le lien père-enfant est quasi inexistant. Le mari ne vit pas avec sa femme. Comment ça? Il habite dans son propre clan et il lui rend simplement visite. Et pourquoi? Parce que l'enfant, qui a été porté par sa mère, est vu comme une dépendance d'elle et de son groupe. Il appartient au clan et au totem de sa mère. Donc on ne peut pas l'enlever? L'enlever, ce serait voler un morceau de l'âme du clan. C'est impensable. Donc si je comprends bien, l'idée choc ici, c'est que la toute première brique de la famille, selon lui, c'est pas la biologie, mais une croyance partagée. C'est exactement ça. Le lien spirituel passe avant le lien du sang. C'est un renversement complet de notre perspective. C'est un renversement total. Et ça explique leur vision de l'interdit de l'inceste. C'est pas du tout une question de génétique, c'est une croyance religieuse. Ah, d'accord. Le sang du clan est sacré, il contient l'âme du totem. Le verser au sein du même groupe et l'acte sexuel était perçu comme une forme de blessure, donc de versement de sang, est un sacrilège absolu. Du coup, il faut obligatoirement se marier en dehors de son clan. Voilà, c'est une obligation. C'est d'une logique implacable une fois qu'on a accepté le postulat de départ. C'est fou. Bon, après ce monde très mystique, on passe à la famille utérine. Le nom est évocateur. Est-ce que ça veut dire que là, les femmes prenaient le pouvoir? Une sorte de matriarcat?
Ah, c'est la question piège, et Laï est très clair là-dessus. Non. Il se bat contre cette idée de matriarcat ou de gynécocratie qu'il trouve assez fantaisiste. D'accord, donc c'est pas ça. Non. Le vrai centre de cette famille, ce n'est pas la femme en tant qu'individu, mais le patrimoine, les biens, les terres. C'est ce patrimoine qui est sacré et qui se transmet par la lignée des femmes. Elles sont les gardiennes de la transmission, en fait. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elles détiennent le pouvoir politique ou domestique au quotidien. La nuance est importante. Je vois. On passe donc d'un principe immatériel, le totem, à quelque chose de beaucoup plus concret, la propriété. J'imagine que la prochaine étape, c'est le moment où les hommes commencent à vouloir récupérer ce contrôle. C'est exactement le basculement qu'il décrit avec le troisième type, la famille agnatique indivise. Agnétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parenté se définit désormais uniquement par les mâles. Le patrimoine reste la propriété collective du groupe, mais ce groupe est maintenant une fraternité. Les frères vivent ensemble, exploitent les biens en commun. Et la femme, dans tout ça? La femme, elle, quitte son clan pour rejoindre celui de son mari. Le centre de gravité s'est complètement déplacé. Et ça, c'est le prélude à la figure qu'on connaît tous, celle du patriarche tout-puissant, j'imagine. Oui, c'est la dernière marche avant la famille patriarcale classique, dont le modèle absolu, pour lui, c'est la famille romaine. Là, le pouvoir n'est plus collectif, il est entièrement concentré dans les mains d'un seul homme, le pater familia. Le fameux. Il a un pouvoir absolu, le patria potestas, sur sa femme, ses enfants, ses esclaves. C'est un droit de vie et de mort. La famille n'est plus une association de frères, c'est une monarchie domestique. C'est vertigineux de voir cette concentration du pouvoir. Et juste avant d'arriver à l'époque moderne, Laï fait un détour qui m'a fascinée. Il consacre un chapitre entier à la famille chinoise. Pourquoi ce détour? C'est une exception? Ce n'est pas une exception, mais plutôt un cas d'école. Il la voit comme un type de famille patriarcale extraordinairement ancien, stable et codifié. Le concept clé qui organise tout, c'est la piété filiale, le xiao. D'accord. Laï adore ce détail. L'idéogramme chinois pour xiao représente un vieillard supporté par un enfant. Ah, c'est beau comme image. C'est l'image même de la tradition qui prime sur tout. C'est pas juste une règle sociale, c'est un dogme religieux qui fonde l'État et toutes les vertus. Et ça s'infiltre partout, même dans la vie la plus intime du couple? Absolument. L'univers entier repose sur l'équilibre entre deux principes, le yang, masculin et céleste, et le yin, féminin et terrestre. Et cette cosmologie s'applique jusque dans le calendrier des relations sexuelles. Laï liste les jours néfastes pendant lesquels l'acte conjugal est interdit. Ah oui, j'ai halluciné en lisant ça. Le premier, le 15e et le dernier jour de chaque mois, mais aussi une dizaine d'autres jours, les débuts de saison. C'est ça. La liste est interminable. On est loin de l'application de rencontre qui te suggère un rendez-vous pour ce soir. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une planification de l'intimité à un niveau qu'on a du mal à concevoir. Rien n'est laissé au hasard ou au désir individuel. Tout est subordonné à l'ordre cosmique et social. Bon, après ce modèle ultra rigide, comment est-ce qu'on se rapproche de nous? Quelle est la 5e étape, la famille germanique? La famille germanique, pour Laï, marque une sorte d'adoucissement du modèle patriarcal romain. On est toujours dans un système où l'autorité appartient au mari, mais c'est plus un pouvoir absolu de vie et de mort, c'est plus une autorité de protection. D'accord. Le mariage se conçoit un peu plus comme une association. La femme n'est plus simplement absorbée par la famille du mari, elle y entre avec une dot, ce qui lui confère un certain statut. Le pouvoir du père de famille commence à être contrebalancé. D'accord. On sent une lente déconcentration du pouvoir. Et ce long chemin nous amène enfin à la famille moderne de 1927. Et là, le ton de Laï change complètement. Il a l'air de décrire une véritable révolution. Oui, il passe de l'historien à l'analyste de son propre temps, un temps qu'il sent en pleine ébullition. Il décrit d'abord ce qu'il nomme une désagrégation apparente de la famille traditionnelle. Apparente. Apparente, oui. Le groupe se réduit à la cellule parent-enfant. Il note que le Code civil de Napoléon a tout fait pour briser les grands lignages en favorisant l'héritage individuel et le partage. Mais s'il dit apparente, c'est qu'il pense que ce n'est pas la fin de la famille, mais sa transformation en autre chose. Exactement. Derrière cette destruction, il voit l'émergence d'un principe totalement nouveau. L'idéal qui soude la famille moderne, ce n'est plus le totem, le patrimoine ou les dieux du foyer. Et c'est quoi ce nouvel IVL ? Le nouvel idéal, et je trouve la formule magnifique, c'est l'effort concerté de tous ses membres vers la réalisation d'un progrès moral. Ah, c'est beau. Le but de la famille change radicalement.
Il devient d'entreprendre et de parfaire l'éducation de l'enfant pour en faire un acteur du progrès de la société. C'est un basculement majeur. On passe d'une famille obsédée par son passé, par la transmission, à une famille entièrement tournée vers l'avenir et le perfectionnement de l'humanité. C'est ça. Ça a dû changer complètement les relations à l'intérieur du couple. C'est le cœur de sa conclusion. Il décrit le couple moderne, où la femme n'est plus la romaine soumise, elle discute avec son mari. Elle peut, je cite, opposer à ses buts matériels des arguments d'ordre moral qui déjà organisent le progrès à venir. Il voit la femme comme la nouvelle conscience morale du foyer. Exactement. C'est une vision incroyablement progressiste pour l'époque. Et il introduit une notion qui nous paraît évidente aujourd'hui, mais qui devait être nouvelle à l'époque, celle des besoins affectifs. La famille n'est plus seulement une unité économique ou de reproduction. C'est une idée très forte. Il va même jusqu'à dire que l'amour maternel, qu'on a toujours vu comme un pur instinct, commence à peine à se développer sous une forme consciente. C'est fou. Il a l'intuition que son époque est une charnière, où la psychologie individuelle, les sentiments, l'amour, deviennent des piliers centraux de la construction familiale. Il sent la vague arriver. Il sent la vague arriver, oui. Il cite d'ailleurs les pionniers comme Freud ou Pierre Janet, tout en admettant avec une grande lucidité que leurs idées n'ont pas encore vraiment pénétré dans l'organisation familiale. Il voit donc le couple et la famille comme un nouveau laboratoire où la science doit aider à construire le futur. C'est tout à fait ça. Pour lui, le mariage devient le lieu où la science, que ce soit la biologie ou la psychologie, doit aider à trouver un équilibre entre nos instincts et nos aspirations morales. Et il analyse les réformes de son temps avec ce regard. Comme le divorce ? Oui, le divorce, ou même, ce qui est très audacieux, le nouveau code de la famille en Russie soviétique, qui tente de mettre sur un pied d'égalité la famille naturelle et la famille légitime. Et au bout du compte, quelle est la destinée qu'il imagine pour ce couple moderne ? C'est quoi le but final de toute cette évolution ? La famille moderne doit devenir une association spirituelle. Une association dont la mission première est de forger en chacun de ses membres la conscience claire et l'individualité. D'accord. Car pour lui, ce sont ces deux qualités qui sont les moteurs de la moralité moderne. L'individu ne s'efface plus dans le clan, il s'épanouit dans le couple pour mieux servir le progrès de l'humanité. Si on résume cette fresque immense, le voyage que Laïe nous propose part d'un groupe où l'individu est complètement dissous dans le mythe, dans le collectif, pour arriver après des millénaires à un couple de deux individualités conscientes, C'est ça. qui s'associent librement pour un projet moral, l'éducation et l'amélioration de la société. C'est une grande narration de l'émancipation de l'individu. Un passage de la contrainte mystique à la liberté responsable, guidée par la raison et la science. Et la question qui tue, évidemment, c'est qu'est-ce que tout ça nous dit aujourd'hui ? Laïe, en 1927, il pariait sur un avenir où la science, la psychologie, guiderait la famille vers un progrès moral. Un bel optimisme. Presque 100 ans plus tard, si on devait définir le principe qui soude la famille actuelle, quel serait-il ? Avons-nous vraiment poursuivi cet idéal de progrès collectif par la conscience et la science ? Ou est-ce que la famille s'est réorganisée autour d'autres idéaux, peut-être plus centrés sur le bonheur individuel, l'épanouissement personnel, au risque de perdre ce projet commun qu'il appelait de ses vœux ? C'est une excellente question. C'est une question qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse.